Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission L'univers des jeunes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Monsieur Fulgence Yamioro. Bonsoir, Monsieur Yamioro. Bonsoir. Coordonnateur de l'association Le Baobab. Avec vous, nous parlerons essentiellement de la vie de votre structure. Présentez-nous l'association Le Baobab, s'il vous plaît. Le Baobab est une association qui est créée en 2000 et à l'origine, elle était une compagnie théâtrale. Mais au cours de nos différentes activités, en tant que compagnie théâtrale, les différentes tournées en milieu rural et dans tout l'univers burkinabé nous a amené à revoir un peu nos ambitions et à recadrer les choses parce qu'en tant que troupe théâtrale, on jouait dans des conditions un peu difficiles et on voyait les réalités que vivaient les communautés à la base. C'est comme ça que le théâtre du Baobab a essayé de recadrer sa vision et a évolué en association de Baobab en mai 2000. Et pourquoi le nom Baobab? Oui, au départ, c'était une compagnie théâtrale qui était dans le culturel. Et pour qui parle de culture ne peut ignorer l'importance du Baobab dans notre société. Il s'agit d'un arbre majestueux qui un peu donnait la direction que nous avions, nos ambitions en tant que compagnie théâtrale. C'est également un arbre sous lequel, pour nous, c'était l'image de l'arbre à palabre où nos communautés trouvaient des solutions en s'asseyant sous l'arbre à palabre pour discuter et trouver toujours un terrain d'entente. Donc, culturellement, c'est tout cela mis ensemble qui fait que le Baobab, pour nous, était le nom le mieux indiqué pour incarner l'image de notre compagnie théâtrale et dans une vision qui était sur le long terme. Comme je l'ai dit, un arbre séculaire, ce n'était pas pour s'arrêter de si bon chemin. Pour le bon fonctionnement de votre association, quelles sont les activités que vous réalisez? Nous avons un ensemble d'activités qui sont inspirées des réalités, comme je l'ai dit tantôt, que nous avons rencontrées sur le terrain. Et ces réalités, c'est quoi? C'est l'analphabétisme, c'est la question environnementale, c'est la question économique des populations. Du coup, nous sommes dans nos activités, nos domaines clés sont l'agroécologie, y compris l'agroforesterie. Nous avons les activités génératrices de revenus à travers la transformation et la valorisation des produits locaux. Et nous n'oublions pas l'éducation et la formation qui débouchent sur l'insertion socio-professionnelle. Vous faites la promotion de l'agroécologie et de l'agroforesterie. Qu'est-ce que l'agroécologie et l'agroforesterie? Pour faire un peu simple, l'agroécologie, c'est une forme d'agriculture qui s'inspire du fonctionnement de la nature et qui n'utilise pas des produits chimiques. Et il s'agit de voir comment la nature fonctionne et l'être humain intervient en essayant d'avoir une forme de pratique intelligente qui permet de retirer sa pitance quotidienne tout en respectant le mécanisme environnemental, la biodiversité. Donc, pour quelqu'un qui fait de l'agroécologie, va utiliser des intrants qu'il arrive à produire lui-même. Donc, ça va de la production de la semence où il faut utiliser des semences naturelles, des semences paysannes, comme nous les appelons, qui sont reproductibles. Cela vise vraiment l'autonomie du paysan par rapport aux semences hybrides où le paysan, chaque année, sera obligé d'aller vers les grandes firmes pour acheter ces semences et revenir planter. Nous avons également les autres intrants comme les pesticides ou les engrais pour la fertilisation. L'agroécologie utilise tout ce qui est autour, permet au producteur d'utiliser tout ce qui est autour de lui pour faire sa production, pour faire ses engrais ou ses pesticides. Et d'ailleurs, nous n'aimons pas utiliser le mot pesticide en agroécologie parce que le mot cide rime avec la mort. En agroécologie, on préserve la vie, on ne tue pas. Donc on fait plutôt des répulsifs parce que
tout ce qui semble être des nuisibles pour le jardin ou pour le champ, en réalité, sont souvent des associés qui peut-être sont là à un moment qu'ils ne devraient pas être, mais il ne faudrait pas les éliminer, il faut plutôt les repousser et les utiliser à d'autres fins. Qu'est-ce qu'on fera d'un champ qui n'a pas de vers de terre? Donc du coup, l'utilisation des pesticides fait que nous sommes en train de perdre notre biodiversité. Il y a des parasites ou des vers de terre utiles que nous n'avons plus, qui ont tendance à disparaître. Et cela joue même sur notre santé parce que le monde est fait de telle sorte que l'agencement fait que chacun trouve son compte et on se protège mutuellement. Alors, l'agroécologie et l'agroforesterie, est-ce une manière de contribuer à la protection de l'environnement? Absolument. L'agroécologie qui n'utilise pas de pesticides de synthèse, de produits de synthèse, j'allais dire, utilise plutôt des produits de recycle un peu tout ce qu'il y a, la biomasse et tous les produits que nous trouvons autour de nous avec un certain mécanisme, une connaissance du paysan. Donc, cette utilisation des produits ne tue pas. Au contraire, il améliore un peu l'environnement, il améliore le cadre et entretient la biodiversité. L'agroforesterie, c'est un peu ce principe de l'agriculture intégrée à l'environnement, aux arbres. On a tendance à toujours couper les arbres pour pouvoir planter du mil, semer du mil et pouvoir faire de l'agriculture. Avec l'agroécologie, c'est un principe plutôt intégré qui fait en sorte que nous avons des types de plants qui laissent passer la lumière, qui sont assez aérés et qui ont une bonne évolution, qui demandent à être élagués tout le temps. Donc l'élagage permet d'avoir du bois de chauffe, comme nous sommes dans des milieux où on utilise beaucoup de bois, et en élaguant, il grandit bien et il laisse passer la lumière. Du coup, le paysan a des arbres dans son champ, et ces arbres ne perturbent pas son agriculture. Et en agroforesterie, les ramifications racinaires produisent, j'allais dire, des sortes de champignons qui, en cultivant, dès que vous blessez la racine, libèrent un peu une sorte de fertilisant pour votre champ. C'est en cela que vraiment l'agroforesterie apporte un plus à travers la fixation et la séquestration du gaz carbonique. L'une de vos activités consiste à la revalorisation des terres dégradées. Exactement comment se fait ce travail? Nous avons une série de techniques que nous utilisons auprès des communautés. Ce sont des techniques généralement utilisées en milieu sahélien. Et vous avez la pratique du zaï qui permet de récupérer des terres complètement dégradées ou des terres qu'on appelle les IPL où de l'herbe ne pousse pas, des terres vraiment nues. Avec ces techniques, on arrive vraiment, avec le zaï, à récupérer un certain nombre de sols. À côté du zaï, vous avez une autre pratique qui s'appelle des demi-lunes. Et à travers les demi-lunes, on récupère vraiment une série de terres en faisant en sorte que le compost que nous apportons au sol reste, l'eau qui arrive dans le champ puisse s'infiltrer normalement pour qu'une autre vie recommence sur un sol qui était destiné, qui était à l'abandon. Donc ça, ce sont des techniques. Maintenant, il y a des milieux où nous avons un grand courant d'eau, de ruissellement, et là, nous utilisons les cordons pierreux pour freiner l'élan de l'eau ou les bannes enherbées, qui sont également des techniques que les paysans peuvent reproduire eux-mêmes. Donc, nous avons des paysans modèles et nous avons une méthodologie que nous appelons la formation par les pairs. Il s'agit de paysans que nous capacitons et qui à leur tour deviennent des sortes de formateurs qui vont vers les autres et qui apportent un peu la connaissance. Cela leur permet d'avoir des échanges parce que en tant que formateur, le paysan, il arrive, il a sa connaissance, mais celui qui est censé être formé a peut-être des connaissances insoupçonnées et cela fait un brassage et des échanges qui permettent vraiment de nourrir mutuellement les différentes parties. Aujourd'hui,
nous sommes en passe de ne pas trop intervenir, puisque l'objectif, c'est de ne pas être toujours présent, mais amener les paysans à eux-mêmes se prendre en charge. Il suffit juste de leur donner la petite clé qui ouvrira la porte de leur bonheur. Et c'est ce que nous tentons de faire. Rencontrez-vous des difficultés dans le cadre de vos activités? Ben, évidemment, des difficultés, ça ne manque pas. Il faudrait dire que déjà le développement, le monde du développement n'est pas un long fleuve tranquille. Vous avez souvent des résistances, il faut être patient et il faut savoir lire un peu les choses. Donc cela demande une certaine aptitude ou plutôt un certain profil pour les acteurs qui vont intervenir, parce que c'est pas, tout le monde n'a pas la même capacité d'assimilation et la patience est quelque chose d'important. Il faut dire également que le domaine dans lequel nous sommes est un domaine qui est en rivalité avec ce qu'on appelle l'agriculture conventionnelle. Et vous avez des acteurs également qui accompagnent des paysans au niveau de l'agriculture conventionnelle. Cela fait que votre intervention peut parfois se buter à une autre intervention qui fait que le paysan est perdu dans cette nébuleuse d'intervention. Et en tant qu'association, bien sûr que pour pouvoir mener les activités, on a vraiment besoin de partenaires techniques et financiers qui puissent vraiment apporter un accompagnement aux dynamiques que nous mettons en place. Parce qu'on a une zone d'intervention assez large et ce n'est pas toujours évident pour... Et vous avez ces partenaires-là? Oui, aujourd'hui, nous avons un partenaire que je tenais à saluer, c'est l'ONG Outre-Terre, à côté de qui nous bénéficions d'accompagnement d'autres structures. Aujourd'hui, nous sommes sur un projet sur les changements climatiques, mais à partir sur financement de l'ONG Outre-Terre, qui le cofinance souvent avec d'autres partenaires. Donc, ce partenariat vraiment nous a permis de sortir de nos tripes ce dont on avait envie de sortir pour nous exprimer et pour montrer de quoi vraiment on pouvait apporter dans le développement. Et c'est grâce à ce partenariat. Mais voilà, le chemin est encore long et nous sommes ouverts. Quelles sont les ambitions futures de l'association Baobab? Dans l'immédiat, il faut dire que nous sommes à un niveau où nous avons accompagné des producteurs à maîtriser des techniques de production. Nous sommes dans une étape où nous les accompagnons à la mise en marché de leurs produits. Et là, nous sommes plus dans une logique de développer une forme d'entrepreneuriat agricole basée sur l'agroécologie. Parce que pour nous, c'est très important, parce qu'il faut arriver à produire intelligemment, produire sans nous nuire et sans nuire aux générations futures. Donc, cela implique que des ouvriers agricoles puissent être formés, puissent comprendre le mécanisme de l'agroécologie, puissent comprendre que nous sommes sur une pente raide et qu'il faut vite redresser les choses avant qu'il ne soit trop tard. Donc, notre ambition, c'est vraiment d'accompagner les jeunes à mieux se structurer et à se lancer dans un entrepreneuriat agricole. Et il y a également les femmes que nous comptons structurer dans les secteurs de l'économie rurale afin qu'elles puissent vraiment tirer leur épingle du jeu. Parce que sur toute la chaîne, c'est celle qui se donne le plus, mais son activité n'est pas vraiment valorisée. Elle ne profite pas au maximum du fruit de ses efforts. Donc, voici une série de visions que nous allons implémenter dans le futur proche. Merci, M. Yamuyoro. C'est moi qui vous remercie. C'est tout pour notre émission. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin notre émission. Je rappelle que nous recevions pour vous M. Fulgence Yamuyoro, coordonnateur national de l'association Le Baobab.
Avec lui, nous avions parlé des actions de sa scripture et des perspectives. Merci pour votre fidélité et à bientôt pour un autre numéro.